Bonjour et bienvenue sur les Intrépides de l'Assertif, le nouveau podcast dédié à la certification professionnelle. Chaque mois, OC Connect et 4 associés ouvrent leur micro à des femmes actrices de la certification. Audacieuses, lumineuses et inspirantes, elles nous embarquent dans le voyage de leur vie professionnelle. Bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, voici venir le 4e épisode des Intrépides de l'Assertif. Voici venir un épisode pas comme les autres. Vous allez écouter l'interview d'une intrépide que je connais particulièrement bien. Christine Lancesseur, fondatrice et dirigeante de l'agence 4 associés, je l'ai vue longtemps prêcher l'approche par les compétences, bien avant que la réforme ne vienne bousculer les us et coutumes de l'assertif et de ses acteurs. Depuis 30 ans, elle fait de sa pratique et de sa connaissance sur les compétences un pouvoir fabuleux qui ouvre le champ des possibles, car ce qu'elle aime, c'est transmettre et accompagner les gens pour qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Cette femme n'est d'autre que ma mère. C'est Clément Biche de MyCertif, à l'origine, avec nous de ce podcast, qui a souhaité entendre sa trajectoire intrépide. Témoin de sa vie depuis ma naissance, je ne pouvais le contredire, lui, car oui, Christine est bien une intrépide de l'assertif, une passionnée de la vie et des humains qui la composent. C'est parti. Bonjour Christine. Bonjour Camille. T'es très très formelle, ça te dérange pas que je t'appelle Christine ? Non, ça ne me dérange pas que tu m'appelles Christine parce que effectivement, ça fait un petit moment que nous travaillons ensemble et que c'est comme ça que tu m'appelles dans le cadre professionnel. Ok. Qu'est-ce que tu aurais peut-être voulu que j'ajoute dans cette présentation pour qu'elle soit complète ? Ce que j'aurais voulu que tu ajoutes. Oui. Oui, j'ai entendu, je suis une intrépide de l'assertif et des compétences. Je suis simplement effectivement tombée il y a très longtemps dans ce nouveau paradigme de la compétence, puisque c'était quand même en 2001, ce qui ne nous rajeunit pas, en tout cas toi, oui, non, mais moi encore moins. Voilà, donc simplement dire ça, que ça fait très longtemps que je me préoccupe de ce mot particulier qu'est compétence. Et on va y revenir. Lors d'une de nos conversations pour préparer cette interview, j'ai compris qu'après avoir travaillé en recherche aux côtés de Joël Ruiz, après qu'il t'ait appris à disséquer cette notion de compétence dont tu viens de parler, et puis bien d'autres, il y a une personne que l'on ne nommera pas, qui t'appelait l'ayatollah de la compétence. Alors du coup, j'ai eu envie, pour commencer, de te faire une mini-interview ayatollah de la compétence. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui, oui, c'est surtout un très bon souvenir parce que le mot est très fort quand même, ayatollah. Certain, c'est certain. Je vais expliquer pourquoi. Ok. Je t'écoute. Tu veux expliquer d'abord ? Vas-y. Non, parce que tu vas me poser des questions, donc on va voir. Ok, ça marche, c'est parti. Vas-y. Alors, quelle est la compétence dont tu t'es le plus servi pendant ta vie professionnelle ? La capacité d'écoute active. Ok. Quelle compétence as-tu mis du temps à acquérir ? L'organisation et le fait de ne pas être désordonné. Ça fait très longtemps que chaque année, j'ai cet objectif, en identifiant clairement là où ça pêche et en me donnant des lignes de conduite que j'arrive à suivre, mais je dois avouer que régulièrement, j'ai besoin de recommencer à être désordonnée. Voilà, je suis désolée, c'est comme ça. Du coup, les gens qui travaillent avec moi ont par moments la désagréable impression de ne plus s'y retrouver dans la collaboration ou dans les documents que nous partageons. Voilà. Alors que toi, tu t'y retrouves plutôt très bien dans Très bien. Voilà, dans ta façon d'ordonner. Alors du coup, là, tu as dit l'organisation. Moi, j'ai compris qu'une compétence, c'est pas un mot. Il y a une manière de la dire. Est-ce que tu peux du coup formuler la compétence liée à l'organisation qui te concerne toi ? Organiser clairement l'ensemble des étapes du travail à réaliser, notamment lorsqu'on doit le mettre à disposition de collaborateurs et que lorsqu'on s'absente, eh bien, si ça n'est pas organisé, c'est la catastrophe. Ok, peut-être pas la catastrophe, mais en tout cas, ça demande peut-être un petit peu plus de temps aux autres. Voilà. Ok, c'est bien, c'est très bien formulé, je te félicite. Quelle est la compétence qui te ferait rêver de maîtriser parfaitement ? Il y a un gros blanc là. Oui, Je vous que je n'y ai strictement jamais c'est vrai, mais c'est bien. T'as pas de rêve de compétence. Y a pas un truc qui dirait « Ah là là, mais ça serait génial ». Franchement, ça va paraître très présomptueux, mais ça ne me vient pas du tout Eh ben, à très bien. l'esprit.
Parfait, parfait. Est-ce que tu peux nous raconter du coup simplement l'expression ayatollah de la compétence, histoire Oui. qu'on puisse... Ayatollah. Un ayatollah, c'est quelqu'un qui est le gardien du dogme. Donc en fait, voilà pourquoi un jour, quelqu'un m'a de façon agacée, hein, désigné comme l'ayatollah des compétences. Alors pourquoi ayatollah? Parce que lorsqu'on fait effectivement plusieurs mois de recherche et plusieurs années après d'ailleurs, hein, avec le laboratoire de recherche de l'Université de la Côte d'Opale sur cette notion de compétence et tout ce que ça induit, notamment au plan juridique, eh bien, et quand on est comme moi juriste de formation, un mot est un mot. Donc, la définition même du terme compétence vraiment ne supporte pas de ne pas comprendre que c'est une combinaison de savoir, de savoir-faire, de savoirs comportementaux et de savoir agir. Et donc, lorsque je chapeautais certains collaborateurs et notamment lors de la cartographie des métiers d'une grande entreprise que je ne nommerai pas, effectivement, j'ai été très exigeante avec des jeunes consultants qui travaillaient avec moi au moment d'écrire les référentiels métiers parce que, voilà, les mots ont un sens et que donc je revenais constamment là-dessus et que ça agaçait certains. Alors Voilà. justement, merci pour ton explication. Bon, moi, tu m'agaces pas, en tout cas, faut que tu le saches. Ah, Un ouf. mot est un mot, ça me dérange pas, mais peut-être parce que si j'étais biberonnée à ça. Si l'on revient un peu en arrière, rien ne te prédestinait à être une experte en approche par les compétences. Tu aurais dû être avocate, comme on dit. Tiens, juste comme ça, j'en profite parce que je t'ai jamais posé la question. Tu aurais été l'avocate de quoi? De qui? Il y a plusieurs avocats, hein. C'est large quand même comme profession. Alors au départ, de toute façon, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, je ne voulais pas être avocate, je voulais être juge pour enfants. Voilà, c'est mon côté, sauveur sans doute, hein, qui existe, qui perdure. C'est ça qui m'intéressait. C'était vraiment d'accompagner, les jeunes enfants dans leurs, problématiques. Finalement, ça a un lien direct avec ce que j'ai fait derrière. Pourquoi? Parce que j'ai commencé, dans, ce secteur de la pédagogie en entrant au CFA du groupe IGS, qui était le premier CFA, tertiaire et qui était bureautique. Donc j'ai formé en premier au droit des jeunes qui, étaient en CAP, secrétariat et comptable. Et bien voilà, ils étaient très jeunes. J'ai même enseigné à des jeunes gens qui n'avaient pas 16 ans, qui donc étaient en pré-apprentissage et qui étaient des jeunes avec une trajectoire difficile. Voilà, ça rapproche de cette idée de juge pour enfants, la protection de l'enfance, le fait de s'intéresser et de donner une chance à des jeunes qui précisément se battent pour l'égalité des chances, qui n'est pas, à mon sens, quelque chose de simple à obtenir. Voilà, donc en fait, le lien, il est là. Le fond de l'histoire, c'est le même. Et la première fois donc que t'as plongé en fait dans cette profession, c'était en 1989. C'est marrant parce que c'est la date de la chute du mur de Berlin. Alors bon, Ouais. on se dirait mais c'est quoi le lien qu'on fait? Moi, il m'est apparu assez fortement qu'il s'agit de liberté à plus Oui. d'un titre. Et toi qui connais et bien la France et bien l'Allemagne et qui est plutôt européenne dans l'âme, je trouvais que c'était un petit clin d'œil où l'année 89, ça a été une grande année pour toi puisque tu as commencé à enseigner. Tu parles même d'une addiction à la transmission qui t'a collé pendant 20 ans. C'est quoi ce qui était addictif? Enfin, c'est plus de 20 ans puisque je n'ai arrêté d'enseigner qu'il y a 3 ans. Ouais, Donc c'est beaucoup, ouais, c'est vrai. c'est beaucoup de temps. D'abord, je trouve ça formidable d'éveiller, l'intelligence des personnes, qu'elles soient jeunes ou adultes, parce que j'ai enseigné aussi au monde adulte. Enfin, c'est encore plus intéressant lorsque les élèves sont jeunes. Ce qui m'intéresse dans la pédagogie, ce qui m'a toujours intéressé dans le fait de transmettre et de donner des connaissances, c'est de susciter l'esprit critique et l'intelligence de chacun. Voilà, ce que je regrette infiniment pour l'avoir vraiment observé pendant longtemps. J'enseignais en 5e année d'école. C'est le fait que l'éducation nationale a depuis longtemps aboli l'esprit critique des jeunes qui sont formés.
Et j'avoue qu'en 5e année, j'ai eu la très grande chance de pouvoir véritablement éveiller cet esprit critique. Et d'ailleurs, au début, mes élèves ne comprenaient pas du tout ce que je voulais. Donc, il y a toujours eu une espèce de flottement. Qu'est-ce que c'est que cette Au tout dame? début? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui, et puis, en fait, assez rapidement, parce que c'est ça le formidable de la jeunesse, la plupart de mes étudiants m'ont suivie. Oui, Et ils ont s'adapte. commencé, ouais, complètement. Et ils ont commencé véritablement à prendre la parole. Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, hein. Moi, je ne fais pas un cours descendant. C'est pas, ça n'a pas d'intérêt majeur. Je demande à mes étudiants de réfléchir par eux-mêmes et d'apprendre à apprendre. Pendant cette période où tu parles de formidable énergie des étudiants, de fait de capter leur attention, tu as découvert aussi la pédagogie comme une science réelle. C'est quoi exactement? Oui, l'ingénierie pédagogique, c'est quelque chose qui s'acquiert. Ça n'est pas quelque chose qui vient comme ça naturellement. Mais tu l'as découvert C'est à ce moment-là, toi, l'ingénierie pédagogique? Non, parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, on m'a poussée dans le bain. Mmh. Débrouille-toi. En plus, c'était des cours de droit quand même, hein. Des cours de droit. Qui aime le droit si ce n'est les pauvres qui n'ont pas choisi, non plutôt qui ont choisi en université d'aller vers le droit et ceux qui subissent le fait d'avoir choisi par défaut. Donc quand on sait ça, eh bien on se dit que enseigner à des jeunes qui veulent être secrétaires ou qui veulent être comptables, qui ensuite veulent être dans le domaine commercial, marketing, etc. Qu'est-ce qu'il y a Mmh. de plus ennuyeux que le droit? Alors voilà, l'ingénierie pédagogique est là pour intéresser l'autre. C'est d'autant plus important, du coup, quand on a une matière qui correspond pas du tout au centre d'intérêt des jeunes que l'on a en face de soi. Voilà. Si ce n'est le droit du web, ça, alors ça, c'était beaucoup plus facile les dernières années Ça leur parlait, en parce fait. que ça parle, voilà, Mmh. exactement. C'est plus concret. Mais franchement, les institutions judiciaires et autres droits des sociétés ou commerciales, voilà. Ça t'a On connaît demandé la beaucoup de créativité? Oui, absolument, c'est obligé. Moi, je me souviens d'un cours de droit des affaires très rapidement à l'école ICD, Institut du commerce et de la distribution, qui était international. J'ai eu l'idée de faire des cas pratiques en groupe aux étudiants, directement. Je leur avais demandé d'acheter un bouquin qui était extrêmement bien fait parce que tout à fait abordable par des jeunes non juristes. Et ça a été une réussite formidable. J'ai très vite travaillé en groupe, en sous-groupe et faire monter la connaissance par la curiosité d'aller regarder parce Par que finalement l'utilité, quand en fait. Tu oui, leur as montré tout de suite que c'était utile, que c'était concret, et qu'il y avait une application dans la vie réelle, exactement, quoi. Mmh. exactement et surtout qu'ils étaient capables, comme c'est le cas en entreprise, d'aller chercher dans des documents des réponses. Parce que le fait effectivement de mémoriser, c'est extrêmement important. Comme ça, on sait où on va chercher. Mais en entreprise, qui n'a pas à portée de main des documents? A fortiori aujourd'hui avec le web. Ouais, c'est sûr. Il y a une personne, que tu as citée dans les séances, préparatoires qui me semblait importante, en tout cas, c'est comme ça un petit peu que tu l'as présenté, c'est Jean-Luc Castelin. Un mot rapidement sur, cette Oui, personne qui a croisé oui, ta vie oui. Il professionnelle? a été déterminant dans la mesure où il était le directeur général donc de l'ICD. Lorsque moi j'ai commencé à aimer vraiment la pédagogie et à m'y plonger encore plus et à cette époque-là, justement, comme je n'avais pas passé mon CAPA, donc qui est le diplôme qui permet d'être avocat, au moment où, je l'avoue très humblement, on nous le donnait, plus qu'aujourd'hui où c'est un concours, je n'avais pas donc fait cet effort d'aller passer ce petit diplôme facile. Et en fait, l'année où je commençais à m'investir fortement, à la demande d'ailleurs de Jean-Luc Castelin, à l'ICD, j'ai voulu repasser le concours d'avocat. Voilà. Ouais, c'était à ce Et moment-là. voilà, je l'ai passé une première fois, je me suis plantée à un point, j'étais furieuse et j'ai voulu le repasser une deuxième fois. Et Ah là, OK, je Jean-Luc croyais m'a que dit: OK, «Ça suffit, tu ouais. nous Ah oui, tu l'as pas ennuies repassé avec». une deuxième fois, on est Non, je l'ai d'accord, d'accord. préparé, mais j'ai pas passé, j'ai OK. lâché. Et là, il m'a dit un jour: «Ça suffit, tu es faite pour ce métier-là, tu lâches le métier d'avocat». Et ça a été déterminant, il m'a Je précise qu'à aidée. ce moment-là, tu étais quand même maman solo avec 3 filles.
Oui. Plutôt je sais Je pas, sais en même bas pas âge, comment je sais j'ai pas quel fait. âge on avait, mais on était Je quand ne même assez sais petits. même bah, vous étiez très jeune, hein. Mmh. Vous étiez très jeune. Je pense que toi, Camille, tu devais être à l'époque en quatrième et après en troisième. Et donc effectivement, oui, c'était vraiment ça. Donc tu vois, tu étais toute jeune et voilà, je menais de front tout ça et du coup là, j'ai fait ce choix. Merci Jean-Luc. Merci Jean-Luc, Mmh. effectivement, parce que la Mmh. suite est chouette. Tu es resté 18 ans, chez IGS. C'est Ouais. beaucoup dans une vie professionnelle. Pour moi, par exemple, ces 3 lettres représentent une grande partie de mon enfance et de mon adolescence, et je ne parle pas seulement que des fêtes, de l'ICD, et des autres écoles qui constituent le groupe IGS. Tu m'as même, dirigée vers l'école de journalisme du groupe, l'ISCP à Paris. Bref, c'est un sacré morceau. Tu y as rencontré des jeunes, mais pas que. Tu as opéré aussi un sacré virage en quittant le campus Parodie et en atterrissant dans les locaux du siège Rubingen, dans le 17e, directrice de BU. Tu as découvert la recherche en sciences sociales. Tu as rencontré Joël Ruiz, dont on a parlé au tout début, que l'on a évoqué. Et c'est un autre nom qui m'est familier, un peu moins que Jean-Luc Castelin, mais quand même. Et je sais que ça a été une rencontre importante pour toi. Alors, il a été un mentor, c'est vraiment le mot. C'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant et j'ai eu la chance d'avoir des séances de travail exclusives avec lui. Je me souviens, c'était le vendredi, la fin de la semaine. J'étais intellectuellement déjà bien harassée et je me souviens que, en plus, Joël est quelqu'un qui, lorsqu'il réfléchit et lorsqu'il veut transmettre quelque chose, il marche. Il marche, il tourne en rond, ça lui permet. Je ne sais pas s'il continue, mais en tout cas, à cette époque-là, c'était le cas. Alors, ce qui a été formidable, c'est que, étant tous les deux des juristes, on a eu, oserais-je dire, un Une système de connivence. pensée. Et oui, ça a matché immédiatement. Parce que l'idée, c'était quoi? C'était que, en 2001, et toujours aujourd'hui, l'inverse de compétence, c'est incompétence. Alors, à partir du moment où on affiche clairement en formation adulte qu'on transmet des compétences à des personnes déjà en poste ou qui vont monter dans un poste supérieur grâce à une formation qu'on va leur dispenser, tout de suite derrière, imaginez bien qu'il y a le mot incompétence. Quid si cette personne ne réussit pas à valider toutes les compétences? Quel va être dans l'entreprise son destin? Est-ce que la direction générale ou son N+1 va estimer du coup que son incompétence mérite quoi? On va y aller carrément, un licenciement. L'incompétence est un motif réel et sérieux de licenciement. Donc les juristes que nous étions, nous avons travaillé tout autour de ce que nous devions faire, y compris en matière d'éthique dans le cadre de la direction d'organismes de formation, pour quelles devaient être nos attitudes lorsque les hiérarchies des personnes que nous formions nous posaient des questions sur la façon dont ils se comportaient en formation, parce que ça arrive, hein, les DRH posent ce genre de questions. Qu'est-ce qu'on devait faire? Et là, on a réfléchi, on a beaucoup travaillé, on a regardé beaucoup de choses et on a écrit une sorte de charte qui nous a permis de réfléchir à toutes les réponses qu'on devait, toutes les postures qu'on devait avoir pour protéger les personnes que nous recevions en formation, parce que c'était pour monter un département qui s'appelait et qui s'appelle toujours, je crois qu'il existe encore, les certificats de maîtrise de compétences. Et cette formation s'adresse à des gens qui viennent de prendre un poste ou qui sont dans un poste grâce à la mobilité interne ou externe d'ailleurs, mais qui n'ont pas forcément eu une formation spécialisée dans leur nouveau job et qui en fait ont procédé à des transferts de compétences possibles entre leur ancien job et le nouveau. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de comprendre tout ça. Et donc ces personnes-là, c'est un peu comme la VAE, excuse-moi, je te coupe, mais c'est un peu comme la VAE. Alors là, j'allais te dire que c'est comme la VAE inversée qui est en train d'émerger. C'est-à-dire que on était en formation avec ces gens-là, mais on partait aussi de leur pratique professionnelle. Un peu comme la FEST aussi, du coup. Oui, c'était tout. Oui, sauf qu'on n'était pas sur place dans l'entreprise. Mais et surtout, c'était sanctionné par un portefeuille de preuves. Donc, un travail réflexif sur ce que l'on sait faire avant, ce que l'on a acquis et comment on l'a mis en œuvre derrière et ce que ça nous a apporté. Donc, oui, là, ça ressemble aussi à la FEST. On a été extrêmement précurseurs et je dois dire, et je dois d'ailleurs
nommer quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est Benoît Serre, qui aujourd'hui est vice-président de la NDRH, et c'est lui qui a eu cette idée formidable de ces parcours de formation, 15 jours répartis sur 9 mois, et vraiment bravo. Et nous, on a travaillé derrière donc avec Joël pour baliser tout ça. Et juste une dernière chose, on était tenu de faire un compte-rendu régulier de nos travaux devant un observatoire qui était composé d'un membre du MINEFI, donc ministère de l'Industrie et des Finances, comme ça que ça s'appelait à l'époque, une personne de la DGEFP, donc la Direction Générale du Travail, et puis les grands messieurs et dames des fédérations de salariés, c'est-à-dire CGT, CFDT, CFTC, FO, etc. Donc là, inutile de vous dire que la rencontre, et c'était très nouveau pour moi, et c'est là où j'ai été épaulée formidablement par Joël pour structurer tout ça. Voilà. Oui, ça devait être sacrément impressionnant quand même. Oui, franchement, oui. Franchement, ça ne m'était jamais arrivé avant, surtout que j'avais face à moi des personnes donc en charge de la formation, mais au niveau de la fédération des syndicats salariés. Et là, je peux vous dire qu'ils sont à un niveau exceptionnel et avec une avance sur l'ensemble des acteurs assez remarquable. Te connaissant pour comment dire, les choses précurseurs, enfin en tout cas la démarche d'être précurseur, ça a dû te plaire énormément. Au fond, Christine, vas-y, dis-moi. Oui, ça m'a révélé quelque chose que je n'avais absolument pas, dont je n'avais absolument pas idée, c'est-à-dire qu'effectivement, je suis quelqu'un de créatif. Pour moi, la créativité, comme beaucoup de gens, ça a un lien direct avec le côté artistique. C'est totalement faux. J'ai découvert que j'étais quelqu'un d'extrêmement créatif, très humblement, mais j'ai tout le temps des idées. Du coup, ce travail avec Joël m'a appris à faire émerger des idées innovantes que je n'imaginais absolument pas avant. Au fond, qu'est-ce qui te plaît encore? Ça sera la dernière question. Au fond, là, ces dernières minutes, on a retracé assez rapidement, mais les grands endroits, les grandes phases de ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui te plaît encore dans ton métier? Que 30 ans, c'est long. Et même si tu as fait énormément de choses différentes, 30 ans, ça veut dire aussi que tu t'es adapté à beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions, et ça continue. On n'arrête pas d'observer les métiers et les évolutions justement pour accompagner nos clients. Donc, on voit bien que tout ce monde est vraiment en changement. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Alors, ce qui me fait lever le matin et ce qui continue à me passionner, c'est à la fois effectivement tout ce qui bouge aujourd'hui, tout ce qui est digitalisation, je trouve ça absolument formidable. L'intelligence artificielle, malgré effectivement les questions que ça pose, c'est encore pire que les compétences. Mais c'est à peu près dans le même genre de lignée en réalité, puisque ça met entre guillemets, ça peut mettre en danger la personne. Moi, c'est tout ça de toute façon, tout ce qui est prospectif m'intéresse infiniment. Je suis dans le temps présent, mais aussi dans l'avenir, pas du tout dans le passé. Donc c'est pour ça que je me lève le matin, parce que en plus de ce que nous faisons avec l'assertif, je m'occupe aussi avec beaucoup d'enthousiasme de personnes en outplacement et particulièrement qui ont eu des burn-out jeunes et avec lesquels je travaille sur les compétences comportementales. Ça aussi, c'est passionnant parce que c'est un révélateur. J'ai l'impression que c'est ce que tu préfères, toi. Oui, parce que en fait, tout d'un coup, les personnes que nous accompagnons, parce que je ne suis pas toute seule, comprennent qu'elles ont été déformées par leur environnement. L'environnement familial, souvent, bien que nous n'allions pas du tout sur le domaine privé, mais ça émerge obligatoirement un peu. Voilà. Et surtout par leur environnement professionnel qui ne correspond pas ou qui n'ont pas correspondu, parce que souvent ils enchaînent dans les mêmes, à ce dont ils ont besoin comme alimentation pour leurs préférences comportementales, c'est-à-dire pour leur épanouissement professionnel. Et tout ça est lié aussi à la performance, donc à la performance des entreprises. Moi, je ne suis jamais déconnectée de l'économie. C'est ça aussi qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire grandir, de faire grandir les entreprises. Également, d'ailleurs, dans le traitement qu'ils ont du capital humain. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas le mot capital humain,
mais on va dire ressources humaines. Ça n'empêche pas le respect, en fait, et non, et l'implication, l'épanouissement de chacun. C'est surtout extrêmement encore méconnu des entreprises. Le fait que, surtout que nous sommes dans un monde aujourd'hui, particulièrement en France et en Europe, de services. Comment est-ce qu'on peut ignorer le levier formidable que sont les êtres humains qui travaillent avec vous dans un... Je pense qu'aujourd'hui, avec la donnée, avec tous les enjeux et les talents à retenir, à recruter, j'ai l'impression que les entreprises et les services RH, puisqu'ils sont en première ligne, comprennent de mieux en mieux que sans le capital humain, comme tu le nommes, ils ne sont pas grand-chose en réalité. Je t'avouerai que je suis extrêmement contente de voir l'inversion aujourd'hui du pouvoir dans l'entreprise, le fait qu'il y ait des métiers en tension. Non pas je suis contente qu'ils soient en tension, je suis contente que le fait qu'ils soient en tension remette les choses à leur place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement des jeunes ou des moins jeunes qui ont de tels talents que lorsque on abuse de leur talent ou qu'on les maltraite, ceux qui sont les plus employables, et il y en a quand même pas mal, n'hésitent pas à s'en aller. Hein, vous voulez pas me donner ce à quoi normalement j'ai droit, voilà. J'ai un exemple flagrant d'une jeune femme que j'ai suivie. Elle était extrêmement brillante, elle a fait l'ESSEC. Elle rentre dans un cabinet de conseil qu'on connaît, bien normé, etc. On la met sur deux missions à la fois dans le domaine bancaire. Elle est payée comme une consultante junior. Elle devrait avoir un directeur de mission qu'elle n'a pas, donc elle se débrouille toute seule avec le client. Et au bout d'un an, elle va voir sa hiérarchie en disant « Alors écoutez, voilà, moi j'ai une réussite, hein, vous avez le retour client. Moi, vous me payez comme un junior, je n'ai jamais eu de direction de mission, donc en réalité, c'est que vous me donnez une mission de senior. Donc maintenant, je veux le salaire d'un senior. » Qu'est-ce qu'on lui a dit? Non. Elle a donné sa démission immédiatement. Elle est partie ailleurs. Et elle a même réussi à se faire recruter par Canal+, alors qu'elle était en début de grossesse. Et elle leur a dit. Donc, vous voyez comment, c'est ça, je t'en veux. C'est ça l'inversement. Ouais, c'est ça l'inversement. Et moi, j'adore parce que ça m'a toujours titillé qu'il y ait ce déséquilibre profond entre les directions générales et leur pouvoir et les salariés. Voilà. Comme ça, je viens de révéler quelque chose de nouveau. Christine, l'épisode touche à sa fin. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose et qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir? Et pour le secteur de la certification aussi. Alors, très rapidement, même si effectivement France Compétences est très, très exigeante et continue à l'être et étend sur ses exigences, là aussi, je suis très contente. Il y a de très bons acteurs dans la formation. Je ne dis pas le contraire. Mais il y en a d'autres. Et en fait, cette exigence est là pour soutenir les très bons acteurs et faire en sorte que les autres soit disparaissent du champ de la formation, soit se mettent à faire de la qualité parce qu'ils ont compris qu'ils n'allaient pas pouvoir faire autrement. Donc voilà, pour ça, oui, je suis une intrépide de la certification parce que depuis très longtemps, je suis dans ce métier et depuis très longtemps, je suis dans les arcanes et je sais où les gouvernements successifs veulent aller avec la formation professionnelle. Voilà. Tout simplement. Et j'encourage et je suis entièrement d'accord avec ce qui se passe, même si par moments ça nous crée des difficultés, n'est-ce pas Camille, pour être tout à fait dans les clous des exigences un peu parfois changeantes de France Compétences. Merci beaucoup. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt Camille. À bientôt Christine. Voilà pour moi la fin de cet exercice un petit peu particulier. Heureusement, le mois prochain, l'interview sera un peu plus facile puisque je n'ai qu'une mère. Voilà, je dédicace cette interview à Clément de MyCertif ainsi qu'à tous les jeunes et maintenant moins jeunes qui ont croisé la vie de Christine Lancesseur, que ce soit dans le groupe IGS ou ailleurs. Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle interview des intrépides de l'assertif. Et en attendant, Catherine associée MyCertif vous souhaite un excellent mois de juin.